Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo choc, une nouvelle vidéo où on dit la vérité sur la prépa. Après ma première vidéo sur la voie prépa versus la voie ST, on va cette fois-ci parler des grandes versus les petites prépas. Alors posons un peu de contexte. À titre personnel, j'ai fait une petite prépa, le lycée La Bruyère à Versailles, et j'ai intégré HEC, preuve qu'on peut faire de très bonnes intégrations en partant d'une petite prépa. Alors, vous êtes probablement en train de vous poser des questions sur la prépa, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Et c'est des questions que je pouvais aussi me poser quand j'ai découvert la prépa. C'était il y a longtemps, c'était en 2012, et au moment où j'ai dû faire mes choix, donc sur APB, qui est l'ancêtre de Parcoursup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un dossier plutôt moyen en première, un peu meilleur en terminale. En première, je devais naviguer entre 13 et 14 de moyenne. En terminale, plutôt 14, peut-être 14,7, de 14,7 à peut-être 16 en fin d'année, mais de toute façon, la fin d'année comptait pas. Et donc, j'avais un dossier relativement moyen par rapport à l'époque et aussi peut-être par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec l'inflation des notes due aux réformes bancaires où le contrôle continu compte dans les notes du bac. Alors, donc moi, en terminale, j'avais choisi de faire je voulais absolument l'internat. Donc j'avais postulé à Louis-le-Grand, à Hoche, pas Henri IV, pas Stanislas, etc. parce que c'était des lycées beaucoup trop prestigieux pour moi. Et j'avais postulé aussi à La Bruyère à Versailles. Et donc APB à l'époque avait un fonctionnement différent de Parcoursup et on pouvait un petit peu inférer en voyant si on était notamment sur liste d'attente pour la prépa avec l'internat, c'est probablement qu'on était pris sans internat. Et donc moi j'ai fait le choix de renoncer à mes vœux Saint-Louis sans internat, Hoche sans internat, et pour aller à La Bruyère avec internat. Et donc je me suis dit je vais dans une petite prépa avec l'internat, parce que je voulais absolument avoir les bonnes conditions pour travailler, et donc La Bruyère pour le coup c'est une prépa juste formidable. Alors peut-être pour recentrer le propos, dans cette vidéo je vais vous parler des avantages et des inconvénients du fait d'aller dans une petite prépa par rapport à une grande prépa. Alors peut-être premier des avantages d'une petite prépa, c'est qu'il y a moins de pression et peut-être plus de confiance en soi. Je veux dire que dans une petite prépa, vous n'avez pas tant que ça de crack autour de vous. Alors déjà, il faut être lucide, on va dire les termes. En prépa, je sais, les gens sont moins bons qu'en prépa ingé. De manière générale, les cracks des maths, les génies des maths, etc. vont en prépa ingé. Et c'était le calcul que j'avais fait en terminale, et je vous invite à vous référer à la précédente vidéo sur prépa versus AST, où je parle justement de ce point-là précisément. Et donc, dans une prépa HEC de niveau relativement moyen, dans une petite prépa, autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont continuer à faire leur vie comme si de rien n'était, et qui vont peut-être bosser 1 heure tous les soirs et faire plein d'autres choses différentes, et pour le coup ça en fait des gens probablement peut-être plus intéressants que ceux qui restent focalisés uniquement sur la prépa. Et donc on avait une atmosphère à La Bruyère qui était juste incroyable, avec des personnes qui continuent à faire de la musique, à sortir et à avoir une vie d'étudiant relativement normale. Et donc, ce côté-là permet, lorsque vous êtes notamment moyen dans quelques matières, de ne pas avoir ce sentiment d'être un peu nul. Typiquement, dans une grande prépa, je pense que j'aurais commencé probablement peut-être au fond du trou dans les rangs, et je me serais probablement dit t'es une merde, t'es pas bon, etc. Alors que dans une petite prépa, vous êtes plutôt à niveau égal, évidemment vous êtes plus à l'aise, et vous serez probablement tête de classe dans quelques matières, pas forcément partout d'ailleurs, mais ça vous permet de relativiser le tout et de vous sentir mieux. D'ailleurs, pour le coup, j'avais quand même commencé en ayant 8 en maths et en étant en 20e de classe, donc j'étais pas forcément très bon, et effectivement à ce moment-là je me suis vraiment dit t'es une merde. Donc ça c'est un vrai gros sujet. Et donc quand vous êtes, moi je préfère limite être un lion dans un troupeau qu'un mouton dans la jungle. Il vaut mieux potentiellement être plus à l'aise dans un écosystème où effectivement tout ne va pas avoir HEC, que d'être en panique et potentiellement d'être moins bien dans sa peau en prépa quand vous êtes dans une grande prépa. Et ça c'est un phénomène qu'on voit beaucoup parmi les étudiants qui sont en queue de classe des top prépa, parce que en queue de classe des top prépa, les profs de maths préparent aux épreuves des parisiennes, et si vous devez optimiser vos intégrations pour Écricom ou pour les écoles qui comptent pour l'EDEC ou l'EM Lyon en mathématiques, je parle de l'EDEC, de l'EM Lyon, de Schema, de Densiar, de Neoma, de GEM, de TBS, etc.
dans des grandes prépas, souvent on va vous dire ouais ces épreuves-là, fuck off, on prépare que les parisiennes. Et donc vous minimiserez peut-être vos intégrations en allant dans une grande prépa par rapport au fait d'aller dans une petite prépa. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à l'époque sur Majeure Prépa, la première année où j'avais fait une méthodologie pour classer les prépas, je trouvais complètement absurde la méthodologie qui consiste à prendre juste le pourcentage d'étudiants en top 3 ou en top 5, parce qu'on ne s'intéressait pas aux performances de tout le monde. Et donc on avait créé un score normal sans très réduit avec Dimitri et Sacha pour se dire, au fond on attribue un score pour chacune des intégrations, et là ils ont continué ce système-là avec un score Elo qui pour le coup rend un classement très cohérent, et ça permet d'avoir une estimation de la capacité d'une prépa à faire progresser tout le monde. Et ça c'est vraiment important que une très grande prépa fait réussir ceux qui visent les parisiennes, mais si vous ne faites pas partie de cela, au fond la grande prépa peut vous trahir. Deuxièmement, les profs sont quand même plus accessibles et le cadre probablement plus humain. C'est-à-dire que dans les petites prépas, en général, les classes sont d'un effectif un peu plus faible. C'est assez rare dans les petites prépas de trouver des effectifs à 40. Alors à la Bruyère, en début de première année, on était une quarantaine. Après, ça a écrémé, mais on est plutôt sur des classes de 30 à 35 grosso modo. Et ça pour le coup c'est un format qui est assez chouette parce que quand vous voulez ne rien faire, vous cacher, vous pouvez le faire, mais quand vous voulez être proactif, mine de rien les profs sont encore assez présents pour vous. Les profs connaissent parfaitement le tout, et même je dirais qu'ils sont hyper investis, hyper engagés. C'est-à-dire que par exemple si je reprends mon cas à la Bruyère, quand effectivement vers la fin de ma prépa je savais que je pouvais viser les toutes meilleures écoles, et le prof de maths suivait de manière assez individuelle le tout et donnait des annales de Parisienne à travailler, faisait un programme. Je me souviens d'une anecdote qui est folle, c'est Madame Battistoni, ma professeure de géopolitique, qui, lorsque j'ai été déclaré admissible à HEC avec mon compère Guillaume, elle venait hyper tôt le matin, alors qu'on était encore à l'internat d'ailleurs, pour nous préparer aux oraux HEC avec ce format très spécifique d'oral qui est très particulier, et effectivement on voyait qu'elle s'était vraiment intéressée au sujet parce qu'elle corrigeait des épreuves SCP et elle allait voir des oraux HEC et elle connaissait tous les codes de cette épreuve-là. Et spoiler alerte, elle nous a donné plein de conseils nous deux, et pour le coup j'ai eu 16 à cette épreuve-là, où en plus en général ça note relativement sèchement, pour juste avoir un ordre d'idée. Quand vous passez les écrits d'HEC, la moyenne est à 10-11 mais sur 7000 candidats. Quand vous passez les oraux à HEC, la moyenne est à 10-11 mais sur les 700 meilleurs, ou peut-être maintenant un peu plus, sur les 700 et quelques meilleurs, 740 ou 750, je sais plus, bref. Et probablement que ça changera peut-être d'ici vos oraux. Peut-être les 800 meilleurs, on va peut-être tabler sur ça. Et donc, la barre est super haute, et donc j'étais très content de réussir à avoir 16 à cette orale, sachant que je suis pas rentré parmi les premiers HEC, je suis rentré 357 ou quelque chose du genre. Donc clairement, si Madame Battistoni ne m'avait pas préparé à ces oraux-là de cette manière-là, probablement que je n'aurais pas réussi à atteindre la barre d'admission d'HEC. Et ça, pour le coup, c'est un truc que vous ne trouverez que dans des petites prépas, parce que c'est individualisé, on pense vraiment à vous, et les profs, notamment dans cette période des oraux qui a lieu en juin, sont hyper déter pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez probablement pas de manière aussi poussée, de manière aussi personnalisée dans une top prépa. Et vous ne pourrez peut-être pas avancer aussi à votre rythme que ça. Troisième argument en faveur des petites prépas, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre les élèves. C'est-à-dire que, alors en tout cas c'est ce que je considère à titre personnel, j'étais en prépa à La Bruyère à Versailles. La Bruyère, c'est une petite prépa, et on est au milieu de Ginette, Hoche, Grandchamp. Donc on est la petite prépa au milieu des mastodontes qui font tous partie du top 10, voire du top 1 quand on parle de Ginette. Et c'est simple, mais quand je faisais mon petit run, je passais, c'est une boucle de la Bruyère qui est venue de Paris, et je remontais, je passais par la Ginette, et en fait je me disais, ils sont là mes adversaires à chaque fois. Quand je courais, je me disais toujours, ils sont là ceux que je dois taper. Parce qu'au fond, ceux que vous devez taper, c'est pas ceux qui sont dans votre prépa, c'est pas vos adversaires. Et d'ailleurs, la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Et donc, quand j'étais en prépa et que j'étais effectivement, notamment en année de cube, relativement en tête de classe, je kiffais aider mes potes à travailler, parce que le fait d'expliquer des concepts et d'avoir cette prise de vue, c'était le meilleur moyen de bosser. Et j'ai tellement kiffé cette approche-là qu'en fin de carré, j'ai créé Majeure Prépa en mai 2014, donc il y a 11 ans désormais, parce que j'avais cette envie, j'avais cet objectif de me dire, mon travail en fait consiste à structurer des conseils pour aider in fine tout le monde à réussir. Alors c'était très con parce que moi-même en tant que cube, mon but c'était peut-être pas que tout le monde réussisse ses concours, il fallait quand même que je me classe parmi les 380 HEC, mais c'était un vrai point où cette solidarité
entre élèves, pour le coup, permet vraiment de donner le meilleur de soi. Et pour le coup, en tout cas, même moi, à titre personnel, ça définit finalement ma carrière parce que j'ai écrit Major Prépa, j'ai revendu cette boîte pour une somme qui m'aide à la dorner à l'abri, comme on dit, il y a 2 ans maintenant. Et moi, ce côté-là d'entraide de la prépa m'a complètement défini et m'a permis de faire celui que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est un point hyper important que je tiens vraiment à souligner. Enfin, dernièrement, dans les petites prépas, vous aurez peut-être plus facilement un environnement stable qui vous donnera plus d'énergie pour travailler. Par exemple, je vous prends l'exemple du lycée La Bruyère, à Versailles, dans lequel j'étais. C'est simple, c'était un internat, en vrai ouf, on était tous en chambre individuelle, la cantine était d'une qualité juste folle, enfin vraiment, moi je kiffais trop, pas tout le monde, mais moi vraiment je kiffais trop. On bouffait relativement bien, les plats étaient vraiment cool, enfin j'ai très peu de souvenirs de m'être dit ah c'est pas bon soir, je vais manger ailleurs. De toute façon j'avais pas l'habitude pour manger ailleurs, donc la question était vite répondue. Ça coûtait pas cher, je crois que ça revenait à peut-être 500 € le trimestre, donc ça coûtait 3 fois rien. Et pour le coup, entre la qualité de vie que vous aurez dans une petite prépa, dans un lycée où vous êtes à l'internat, nourri, logé, blanchi par les parents le week-end, celui d'être dans une chambre de bonne à Paris, à vous taper le métro, rien de plus déprimant que le métro, enfin ceux qui vont tous les jours dans le métro, courage à vous, vraiment notamment en prépa. Il faut être super fort mentalement. Vous êtes dans un internat, dans un petit lycée, ou vous êtes dans une petite prépa avec un appartement peut-être plus spacieux, près de votre lycée dans une ville de plus petite taille. En vrai, vous aurez un bien meilleur cadre pour travailler. Et quand je compare la prépa que j'ai eue à La Bruyère à Versailles avec les prépas qu'ont eu des potes qui, de promo par exemple, de HEC ou même d'autres écoles, qui n'ont pas eu ce cadre de travail-là, je me dis que le cadre de travail que j'ai eu dans ma petite prépa m'a vraiment aidé parce que j'avais pas besoin il y avait tout, je prenais tous mes repas à la cantine, le week-end je rentrais chez les parents, enfin c'était vraiment un cadre de réussite incroyable. Et pour le coup, le fait de ne perdre aucun temps et de ne pas être soumis au stress des transports que je déteste, enfin les transports en commun, moi je déteste ça, franchement c'est un truc qui m'a vraiment aidé à réussir. Alors, je vous ai parlé des avantages d'une prépa. Bon, il y a quand même vraiment des inconvénients, et ça, il faut qu'on en parle. Alors, je vais commencer peut-être par un premier inconvénient, c'est que les profs des petites prépas ont en général beaucoup moins d'exigences de réussite du concours. Ils connaissent moins les codes du concours. Et à titre d'exemple, je vais pouvoir vous donner des éléments assez rigolos. C'est notamment quand j'étais en cube, j'avais une prof d'anglais qui différait du prof que j'avais eu quand j'étais en bisu et carré, donc en première et deuxième année, cube c'est la 3e année. Et cette prof-là, elle était super sympa, mais le vrai sujet, c'est que elle n'était pas forcément câblée pour se dire je me mets dans les codes du concours. Ça, c'est vraiment un énorme sujet, c'est que il faut lire les rapports du jury. Il faut être prêt pour un format d'épreuve. Et que des profs soient militants et disent que c'est pas une bonne manière de préparer des étudiants à entrer ou à réussir, ou j'en sais rien, c'est leur opinion, mais au-delà de leur opinion, ils doivent nous préparer sur le concours. Ils doivent connaître les règles du concours. Et là, pour le coup, il y avait une forme peut-être d'opposition idéologique de cette professeure-là à uniquement préparer au concours. Donc c'est particulier, mais ça fait partie des règles du jeu. Idem en triptyque, pour le coup c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, mais en triptyque, mon professeur qui préparait cette épreuve-là nous avait pas forcément donné les bonnes consignes de passage du triptyque, et pour le coup, je ne vais pas trop lui en vouloir, il ne prépare que très rarement ça, et pour 90% des élèves, 95% des élèves qu'il voit, vaut mieux se concentrer sur autre chose que sur ça. Et donc, pour le coup, anecdote de concours, j'arrive au concours, donc il y a 3 rôles, les 2 orateurs et l'observateur. Et donc en tant qu'observateur, je ne connaissais en fait pas les règles de l'épreuve. Et donc le jour J, j'ai eu un juré qui s'est un peu moqué de moi quand j'ai commencé à parler, à faire un compte rendu comme l'avait dit le prof, sauf qu'il fallait pas faire de compte rendu, il fallait attendre les questions. Donc déjà, premier rire dans la salle derrière où était retransmis le triptyque de HEC. Et deuxième moment, effectivement, dans les grandes prépas, on dit aux étudiants, regardez bien les tenues vestimentaires, vous pouvez avoir des questions débiles. Ça n'a pas manqué, j'ai une question, quelle était la couleur de la cravate du premier répondant? Je dis au pif noir ou bleu marine, et le mec me dit, il n'avait pas de cravate. Et là encore, j'entends les rires dans la salle d'à côté. Donc pour le coup, ça fait partie des inconvénients d'une petite prépa, et donc c'est peut-être aussi mon erreur, j'aurais potentiellement dû lire plus en détail les rapports du jury, en plus c'est ce que je faisais avec Major Prépa. Je ne l'ai pas fait, tant pis, j'ai quand même eu 13, j'en suis pas mort, mais en tout cas c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu comptes que sur
les cours de tous tes profs pour performer, il faut savoir aussi combler les trous qu'il peut y avoir dans la raquette, notamment quand vous identifiez des profs qui sont peut-être moins dans la logique de concours que d'autres. Deuxième inconvénient des petites prépas, c'est que il n'y a pas d'émulation à performer. Il n'y a pas 10 étudiants, 10 mecs, 10 meufs autour de toi qui visent HEC quand tu es dans une petite prépa. Et ça, il faut le savoir. Par exemple, à la Bruyère en deuxième année, donc en carré, on était tous dans une logique, parmi mon plus gros groupe de potes et ceux qui avaient à peu près mon niveau, de soit on a une bonne surprise au concours, soit on cube. Finalement, on était 12 à cuber, et pas tous à la Bruyère. Et donc, pour le coup, c'est aussi un vrai point, c'est que quand tu as des bonnes notes dans une petite prépa, te chauffe pas trop. C'est bien, mais ça t'assure pas une admission forcément du feu de Dieu dans les toutes meilleures écoles. Il faut vraiment savoir garder les pieds sur terre. Et par exemple, en cube, j'avais, je sais pas, plus de 15-7 je crois de moyenne au dernier concours blanc. Tu te dis la barre HEC à l'époque était à 14 parce qu'il n'y avait pas encore le point bonus pour les carrés. J'étais super dinguerie, j'ai 15 et quelques de moyenne, je survolais certaines matières. Non, il faut rester lucide, garder les pieds sur terre et se dire que j'ai été noté parmi mes concurrents qui étaient ceux de ma prépa, qui n'étaient donc pas mes concurrents du concours. Et donc, je profitais aussi d'un effet endocémologique qui est connu, qui s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est potentiellement un effet que vous avez probablement déjà vu au lycée, où, par exemple, le premier de la classe peut rendre une copie très moyenne, il aura plutôt 13-14. Le dernier de la classe peut rendre une copie du même niveau, mais le prof a internalisé le fait qu'il n'était pas bon, et donc, pour la même copie, il aura peut-être 10-11. Et donc, l'effet de halo, c'est un effet qui marche vraiment pendant votre année, c'est-à-dire que vous pouvez être le premier ou le dernier de la classe. Si vous êtes dernier de la classe, constamment le prof a envie de vous mettre, moi je connais son niveau, il est pas incroyable, donc je vais pas non plus lui pousser à 15-16 parce que voilà. Tandis que quand un très bon étudiant se rate, on va plutôt dire non, il était peut-être moins en forme, mais je veux pas lui mettre 10-11, je vais lui mettre 13. Et ça, pour le coup, on l'avait clairement, notamment en culture générale, avec un prof qui profitait à fond de l'effet de halo et qui, au fond, notait un peu les cubes de manière assez généreuse. Finalement, ça m'a pas, l'effet de halo n'a pas eu de répercussions sur mon concours parce que j'ai quand même eu 18 en culture générale à HEC et une note que j'avais jamais eu pendant l'année, mais j'avais quand même 15-16. Et pour le coup, ça n'a pas trop pénalisé. Mais si vous êtes dans une petite prépa et que pendant 2 ans vous survolez une matière parce que votre prof vous aime bien, etc., vous n'êtes pas à l'abri le jour J, notamment dans des matières qui peuvent laisser une grande place à l'aléatoire parce qu'il n'y a pas de double correction en prépa. Donc je parle de la culture générale, de la géopolitique, de l'économie, voire même justement des langues, en parlant de langue, dans ce cadre-là, vous pouvez vraiment être victime de l'effet de halo, parce que en tant que bon élève, vous avez eu des bonnes notes toute l'année, quand vous avez contre-performé, vous avez eu des notes supérieures à vos notes réelles, et le jour J, paf, vous vous tapez une note de merde, et vous serez là, je sais pas, je comprends pas d'où ça vient, j'étais super fort en anglais pendant 2 ans. Et ça, c'est le classique des étudiants qui sont bons en petite prépa, de pouvoir se retrouver confrontés à la réalité du concours. Autre sujet, donc peut-être troisième inconvénient des petites prépas, c'est qu'il y a assez peu de diplômés de top école pour te guider. Par exemple, dans les grandes prépas, notamment on sait que y a des prépas privés qui ont des réseaux internes où ils se refilent les sujets d'une année à l'autre, notamment à l'oral d'HEC, parce que c'est pas public, c'est complètement con. Mais voilà, il y a des trucs qui sont encore privés, et je comprends pas, parce qu'on parle de méritocratie, on parle du fait de donner à chacun la même chance de réussir, publier tous les sujets, pour le coup, c'est un vrai point. Alors peut-être que depuis ça a changé, je sais pas, mais à l'époque c'était pas le cas, et on se devait de faire des collectes avec Major Prépa pour les avoir. Mais bon, pour le coup, à ma connaissance, les sujets des tests psychotechniques de l'ESSEC sont pas publics, les sujets d'euro de l'ESP sont pas publics, les sujets des euros de HEC ne sont pas publics. Donc gros sujet sur ça, en tout cas, parce que la symétrie d'information, c'est le premier point qui permet aux héritiers de mieux réussir que ceux qui comptent sur le mérite. Et donc, pour en venir à mon point, quand t'as pas d'alumni de ta prépa qui ont eu HEC, l'ESSEC, le SCP, c'est super dur de se guider, et notamment en prépa il y a souvent un système de parrainage avec un carré, un bisu, voilà, quand t'es carré t'as ton bisu, quand t'es bisu t'as ton carré, ou ton cube d'ailleurs. Et moi, ma carré en bisu m'avait pas trop inspiré parce que elle n'était pas hyper brillante, elle avait eu il y avait une école hors top 10, je crois que c'était Rennes ou je sais pas trop, mais en tout cas elle m'avait pas trop inspiré sur sa réussite en prépa, et donc elle pouvait pas trop me conseiller, parce qu'au fond, à partir du moment où elle avait eu Rennes, j'étais là,
Bon, c'est cool, enfin, fine, mais du coup, c'est pas tes méthodes de trait que je vais utiliser parce que si je suis en une prépa, c'est pas pour être hors du top 10. Si je suis une prépa, c'est vraiment pour viser les toutes meilleures écoles. Et c'est mon avis. Certains ont fait prépa et ont fait Rennes, ça sort très bien aujourd'hui, hein, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi, si j'allais en prépa, c'était pour avoir une parisienne, quoi. Et donc, bah, le fait d'avoir assez peu d'anciens qui peuvent épauler et qui peuvent finalement pré-tracer ta route, ta trajectoire, c'est un gros inconvénient des petites prépas. Et donc dans ce cas-là, il faut inventer sa propre méthode, sa propre stratégie, et ça forme bien. Bah, pour le coup, moi ça m'a tellement informé que ça a donné majeure prépa à la fin. Mais il faut être conscient du fait de ne pas avoir un nombre infini de rôles modèles pour réussir. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiant à HEC, bah, je cherchais à rendre le plus possible au lycée La Bruyère en pouvant justement être ce rôle modèle-là, en intervenant souvent en prépa, en faisant des écoles de jeux politiques notamment, et en intervenant dès que je pouvais sur les entretiens, etc. Parce que cette méthode-là, pour le coup, c'est ce qui fait réussir au concours, qu'on vienne de La Bruyère, de Ginette ou de Trifou et Liaison en prépa. C'est un sujet hyper important. Dernier inconvénient, et ça c'est un vrai inconvénient qui franchement est irrattrapable, après ça dépend de vous, mais c'est le choc social en école. C'est simple, mais quand tu débarques, notamment bah, dans mon cas à HEC, très vite, dès le mois d'août, il y a des gens qui se chauffent pour dire je vais lister junior entreprise, je vais lister BDE, BDS, BDA, non pas de BDS à HEC, mais bah, dans d'autres écoles. Et donc, si vous venez des mêmes prépas, c'est super simple parce que vous connaissez déjà de monter des listes. Vous allez vous mettre ensemble, vous dites allez, on se chauffe à lister tel truc, vous avez déjà des potes et vous êtes hyper bien intégré à la vie de campus. Bah pour le coup, ceux qui ont des petites prépas, c'est moins naturel. Alors certains y arrivent quand même parce que ce sont des monstres de sociabilité qui arrivent très bien. Moi, à titre personnel, c'était pas du tout mon délire. J'étais pas du tout, enfin, j'étais pas le mec le plus à l'aise en public. Je suis pas le mec le plus sociable à être, à avoir la tchatche en soirée, etc. Enfin, franchement, c'était pas du tout mon état d'esprit. Et donc, bah forcément, quand tu débarques dans un campus comme ça où plein de gens se connaissent déjà et où vous êtes un peu dans vos, enfin, où vous connaissez personne, bah c'est un peu compliqué de s'intégrer à ça et d'autant plus si à côté de ce choc d'intégration vous rajoutez au-delà de ça un choc social où, bah oui, très honnêtement, en termes de patrimoine économique ou culturel, j'ai bien moins. Et d'ailleurs, même après avoir vendu ma première boîte pour plusieurs millions d'euros, bah, j'aurais pas ce patrimoine culturel slash économique. J'ai pas de maison de vacances dans le sud avec des piscines ou un accès à la mer à 200 mètres. Il n'y a pas de villa dans ma famille, il n'y a pas de résidence secondaire dans des lieux très stylés, etc. Il y aura toujours un décalage. Et en école, bah justement, quand vous faites vos potes, que vous commencez à vous inviter dans vos maisons, dans vos baraques, etc., et bah, vous avez deux choix. Soit vous êtes en mode, bon, je suis passager clandestin, ça passe, soit vous êtes hyper gêné, c'était mon cas. Donc moi, je me sentais assez peu à l'aise. Et au fond, je l'ai un peu converti cette espèce de mal-être en grande école en bah, je charbonnais sur mes projets, je vais pas forcément m'intégrer de fou à la vie étudiante, ouais, je fais des soirées de temps en temps, j'ai des potes, etc., mais je vais pas insister sur ce volet-là pour faire en sorte que mes projets fonctionnent. Et c'est comme ça que Major Prépa a prospéré. Enfin, je pense que sur une année, avec Dimitri, on a dû écrire 1000 articles en première année d'école. On voulait vraiment faire le média numéro un. C'était mon gros projet. Je me disais, bon, bah, j'ai de la chance. Je suis en septembre 2015, je rentre à HEC. Je veux pouvoir, en 2019, quand je serai diplômé, vivre de ça, ne pas dépendre d'un employeur. Au fond, je voulais réaliser mes rêves et pas bosser pour réaliser les rêves des autres. C'était un peu ma logique que j'avais et je me souviens de m'être dit ça en 2015. Donc voilà, finalement, ce choc-là, bah, j'ai réussi à le retourner de manière bénéfique pour finalement me créer mon patrimoine et réussir à créer une société prospère, le groupe 2Empower, que j'ai pu in fine revendre. Mais le vrai sujet, c'est voilà, c'est cette violence de l'intégration qu'il faut toujours garder en tête. Et si vous venez d'une petite prépa, ce sera forcément bien plus compliqué que si vous venez d'une grande prépa. Alors pour conclure, au fond, le bon choix, c'est celui qui te rend plus fort. C'est quoi à dire? C'est une tautologie, mais une prépa de petite taille, elle peut te porter parce que si tu as en tête tout ce que je t'ai dit au début, bah, tu peux vraiment y trouver le cadre parfait pour t'épanouir avec une vraie dose d'autonomie. Hein. Mais pour le coup, si tu es dans une situation de confort optimal,
que tu es avec des professeurs qui sont hyper engagés, comme ceux que j'ai eu la chance d'avoir en maths, en géopolitique, Romain Boileau, enfin, cœur sur lui, c'était un prof incroyable. Anne Battistoni aussi, prof incroyable. En allemand, Alice Waldboe, prof incroyable. Enfin, j'ai peur de je vais pas tous les citer, mais c'était vraiment des profs de top niveau. Et donc, si, alors, parce que, dernièrement, c'est pas parce que vous êtes en petite prépa que les profs sont moins bons aussi. Ça, c'est un vrai sujet. Les prépas ne font pas leur classement par le niveau des profs. Les grandes prépas font leur classement par le niveau des étudiants qu'ils recrutent. Et c'est pas parce que vous êtes dans une top prépa que vous avez les meilleurs profs. Et c'est pas parce que vous êtes dans une petite prépa que vous avez des moins bons profs. Donc ça, c'est un point hyper important. Et donc, à l'inverse, une grande prépa, ça peut effectivement ou bien t'écraser parce que tu te sens moins à l'aise, ou aussi te donner le cadre de réussite, où finalement tu vas peut-être pendant 2 ans ou 3 ans être dans le flop 10 de ta promo et quand même avoir une parisienne. Bon, pour le coup, voilà, t'es quand même pas trop mal. Donc, in fine, ce que je veux vraiment conclure, c'est que le plus important, c'est pas le fait d'être dans une grande ou une petite prépa. Ce qui va vraiment compter en prépa et pour tous, c'est de réussir à transformer le fait de rencontrer ses limites en véritable moteur. Et c'est donc de se dire, ok, j'ai dépassé mes limites sur telle matière, telle discipline, etc. Je revois ma méthode et je bosse. Et pour le coup, c'est un vrai sujet de, voilà, petite prépa ou grande prépa. Grande prépa, allez-y, c'est génial. Petite prépa, allez-y si vous êtes à l'aise. Par contre, juste un truc, petite prépa avec un mauvais dossier, en étant peu à l'aise, en entrant par une voie détournée, type phase complémentaire, Parcoursup, etc. Bon, le système vous dira, c'est super, on a recruté plus de prépa, c'est génial, etc. Au fond, si vous pensez que vous pouvez vous révéler, etc., c'est bien. Mais par contre, être en queue de classe dans une petite prépa pour intégrer des écoles hors top 15, franchement, pense à d'autres voies. Et peut-être qu'on en parlera. Je vais pas faire ma pub pour M-Power College, où justement j'ai créé une école qui permet de réussir par le concours AST et qui ouvre les portes des grandes écoles à des profils qui n'auraient potentiellement pas pris de maths en terminale, à travers des BTS où pendant 2 ans vous passez le diplôme du BTS en alternance, donc pas de frais de scolarité, et ensuite on prépare les concours AST à fond pendant ces 3 ans-là pour réussir à intégrer une grande école en M1, donc avec un an de frais de scolarité en moins à payer. Voilà, j'ai quand même fait ma pub parce que je suis sur ma chaîne et je fais ce que je veux. Mais voilà, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise et que la prépa vous tente pas plus que ça, gardez un œil sur des voies alternatives, notamment en fin de premier semestre, voire en fin de première année, pour aussi garder des billes pour vous réorienter. Parce que être pas bon dans une prépa pas bonne, pour le coup, dans une petite prépa, c'est pas fou. Alors oui, vous serez content, vos profs vous diront, oh, tu as fait l'aventure de la prépa, c'est super. En plus, il y aura plein de sondages qui diront que tu es très content d'avoir fait une prépa, etc. Mais bon, si c'est pour minimiser tes intégrations et avoir une école qui sera bien inférieure à celle que tu pourras avoir par une autre voie, là il faut savoir se poser des questions. Et bref, dans tous les cas, ma conclusion, c'est de choisir la prépa que vous avez vue lors des JPO dans laquelle vous vous sentez le mieux, si vous y êtes admis, et de vous laisser vraiment libre cours à ne pas être déçu de vos affectations Parcoursup. Si sur Parcoursup vous avez une prépa moins bonne que celle que vous espériez, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose pour vous. Vous pouvez vraiment plus réussir dans une petite prépa, et en tout cas, mon cas personnel, avec mon intégration à HEC depuis le lycée à la Bruyère, prouve qu'au fond, c'est pas la prépa que vous avez qui définit votre trajectoire, c'est vraiment ce que vous en faites. Donc je vous dis au travail, bossez bien, donnez tout, et surtout abonnez-vous parce qu'on va encore dire des choses sympas sur cette chaîne. À très vite, mettez un petit like, ciao.